Je trouve que c'est très compliqué de changer la manière d'accompagner les enfants d'un point de vue institutionnel. Ça avance sans doute, mais lentement. Moi, les enfants malheureux qui rentrent avec la boule au ventre, c'est pas possible. Qui rentrent en classe aussi avec la boule au ventre. Les parents inquiets, les instituts qui font un travail extraordinaire. Certaines d'entre elles, il n'y a pas de budget, donc c'est leur propre fonds pour aller acheter des feutres, du papier, inventer un jeu, trouver les moyens de... De toute façon, on a un petit peu ce cliché de le succès, c'est quoi? C'est être riche, c'est être connu, c'est être beau, c'est avoir du pouvoir. En fait, c'est souvent le succès dans la société au XXIe siècle, elle est associée à des valeurs qui sont assez superficielles. Je trouve que c'est une absurdité d'enfermer les enfants dans des établissements toute la journée, alors que leur travail, c'est de devenir adapté à la société telle qu'elle est, à la société vivante. C'est que souvent, quand on fait ses choix d'orientation, derrière, il y a cette question de qui je suis. On est en pleine recherche de soi, et au lieu d'aller chercher la réponse à cette question, on dirige l'élève vers la recherche d'un métier. Du coup, c'est pas qu'est-ce que je veux devenir au final, humainement parlant, mais qu'est-ce que je veux faire pour être productif et économiquement. Je reçois des enseignants des fois en reconversion et je vois qu'ils ne se reconvertissent pas parce qu'ils n'ont plus envie de faire ce métier. Ils se reconvertissent parce qu'ils ne peuvent plus faire ce métier. Parce que c'est une énorme machinerie. L'éducation nationale, c'est le premier poste de dépense en France. Et les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles des gens de terrain qui peut-être voient les problèmes au quotidien et aimeraient prendre des mesures beaucoup plus radicales. C'est vraiment tout un travail sur une année entière d'aller à la quête de ce qui les rend heureux. Tout est possible, et bien alors explorons ce champ des possibles et allons vers ce qui est possible. Et pas ce qu'ils ne sont pas capables de faire, parce que ça ils ont bien compris, on a passé 15 ans à leur dire ce qu'ils étaient nuls à faire, donc ça ils le savent. Durant le congrès, j'ai scribé toutes les conférences sur un grand panneau, un grand rouleau de papier de 12 mètres de long. Et donc j'ai retranscrit visuellement les différentes interventions. Ça permet en fait de garder une trace importante des différents messages clés et messages qui ont été transmis durant les différentes conférences. Vous avez entendu que j'ai créé cette association quand j'ai lu que 150 000 jeunes étaient déscolarisés. C'était en 2012. Aujourd'hui, on est en 2021. Je n'ose imaginer les chiffres. On parle de 1 million de plus. En tout cas, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Ça me semble la base finalement de créer, d'établir le lien. Et c'est faire confiance en l'inconnu justement parce que là on maîtrise pas ce qui va se passer quand on connaît pas quelqu'un. Mais si on est dans cette confiance et cet amour finalement de l'autre et juste de la rencontre, etc. Le chemin se dessine et se met en place. Et c'est vrai que moi quand je suis arrivée au départ avec mon jeu dans les classes, il y a des enseignants qui ont adhéré et il y en a d'autres à qui ça a fait peur. Parce que non mais attends, comment on va faire? Et puis tu te rends compte, et puis les débordements, etc., etc., etc. Et de se dire que de jouer et de prendre plaisir, ça fait peur. On a aussi ça d'inculquer, c'est prendre plaisir. Attention, où est la limite et où est-ce que ça s'arrête et comment on maîtrise le truc. Je la voyais se lancer dans la pente et tomber. Et le vélo, c'est lourd quand il faut le remonter en haut de la pente, mais elle recommençait. Les bobos ou les échecs n'étaient absolument rien comparé à sa détermination d'acquérir cette compétence. Quand on se dit que cette force-là, il peut l'avoir sur des terrains d'apprentissage multiples, eh bien, à un moment donné, on peut juste se poser la question de comment est-ce qu'on va se mettre au service de ça, au service de cette énergie-là. Est-ce que vous connaissez un adulte qui n'a aucun de ces défis et difficultés? Qu'est-ce que ça vous dit sur les enfants qui sont pareils, que ce sont des êtres humains comme nous? On l'oublie parfois. Est-ce que vous pensez qu'en faisant de la discipline positive et en étant encourageant, il n'y aura plus de défis et de difficultés? Il y en aura toujours. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les défis et les difficultés, on va les regarder autrement. J'ai adoré aussi les petites expériences de temps de relaxation qu'on a eues avec Sandra, si je ne m'abuse, son prénom. J'ai trouvé que c'était très concret aussi de nous mettre dans cet état d'esprit. Passe à un autre langage intérieur. Ah, ça fait du bien, hein? Juste ça. On fait un petit peu monter le sang au cerveau, on va en avoir besoin pour la suite de la journée. Tous les outils du coaching aussi qu'on utilise,
qui ont fait des merveilles dans les entreprises, je pense que ce serait bien de les mettre à disposition des enseignants. Et je pense que les enseignants manquent de compétences socio-émotionnelles, ou en tout cas ne sont pas assez formés à ça. Il n'y a aucune raison qu'en France, les Français aient moins confiance en eux. Et je pense que c'est vraiment lié à notre mode d'éducation, que ce soit en tant que parents ou que ce soit en tant qu'enseignants. On a des choses à apprendre et nous, ces choses, on les a apprises, on les a mises en pratique. Notre méthode, elle est éprouvée. Alors moi je suis coach et parfois on ne sait pas très bien ce que c'est que le coaching. Donc le coaching c'est vraiment une personne qui est là pour t'aider à travers des transitions de vie, à amener des changements dans ta vie. On part d'une analyse du présent pour t'aider à créer ton avenir, contrairement à la thérapie où on est plutôt dans l'analyse du passé pour comprendre ce qui se passe au présent. Parfois l'écoute est la meilleure conseillère et je pense que c'est important de pouvoir nourrir la confiance que chacun détient ses propres solutions. Et que parfois c'est avec une écoute empathique qu'on va pouvoir aider l'autre personne à cheminer et à trouver ses réponses, trouver ses vérités. Ce feu là, c'est cool la passion, mais ça m'a cramé. À vouloir sauver le monde, j'étais en dehors de moi. Aujourd'hui je suis vraiment convaincue que c'est en me changeant moi que je change le monde, que c'est en prenant soin de moi que je prends soin des autres, encore mieux. J'ai déjà découvert que on n'est pas obligé de trouver sa voie dès 18 ans à l'école. Yes! Mais qu'on a toute la vie pour ça. Tiens, les enfants, ils vont inventer une pratique de joie et ça va leur donner une grande joie et ils vont connaître la joie de donner. Et la joie d'être responsable d'un climat de classe merveilleux, enchanteur, harmonieux. Oh, mais je pense que jamais ils vont l'oublier. Et s'ils ne l'oublient pas, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une société heureuse pour le futur. Ça fait une société à l'écoute des besoins des autres. Personnellement, j'avais envie de le dire aux enfants, que la joie, elle est intérieure, qu'elle ne dépend pas de l'extérieur et qu'elle se partage. J'avais aussi envie de leur dire que la joie, on peut la perdre, mais qu'on peut la retrouver, mais qu'on peut la perdre, mais qu'on peut la retrouver, mais qu'on peut la perdre, mais qu'on peut la retrouver, mais qu'on peut la perdre, mais qu'on peut la retrouver, mais qu'on peut la perdre. T'as compris ? De mon point de vue, je pense que ce serait intéressant d'aborder la notion de l'impact des réseaux sociaux, l'addiction aux réseaux sociaux, l'impact des médias sur la personnalité, sur la société. Et c'est toutes des notions qu'on devrait aborder, je pense, dans l'éducation et qui seraient vraiment positives pour les enfants. Expliquer à un jeune adolescent qu'est-ce que sont les biais cognitifs, pourquoi on est à même de croire quelque chose, pourquoi on croit particulièrement quelqu'un ou une information. L'enfant a besoin d'ordre. Ordre humain, ordre matériel, ordre extérieur. Il a besoin de mouvement, puisqu'il a à construire la coordination de son mouvement. Lorsqu'il arrive au monde, la coordination n'est pas construite, il doit la construire. De langage, évidemment, de relations. Nous sommes des êtres de relations, nous devons trouver un autre, et c'est peut-être le premier des besoins fondamentaux qui doit être satisfait chez l'enfant. Et puis, il a besoin d'expériences sensorielles. Dans les centres, qui forment nos futurs enseignants avant qu'ils soient sur le terrain ? Avant qu'ils soient sur le terrain. Vous êtes d'accord ? Ben oui. Oui, c'était le début. Merci. C'est-à-dire qu'avec toute la bonne énergie que vous avez, toute l'envie que vous avez de les aider, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver avec des enfants où ça coince et vous n'êtes pas formés pour ça. Et c'est ça qu'il faut venir chercher. Ensuite, en fonction de comment se passe la grossesse, eh bien l'enfant va avoir plus ou moins de compétences émotionnelles. On sait par exemple qu'une maman qui bouge beaucoup, qui fait du mouvement pendant la grossesse, eh bien elle va avoir un enfant qui va réguler mieux ses émotions quand il aura 6 ans qu'une maman qui ne bouge pas beaucoup. La quantité d'oméga 3, la nourriture que va prendre la maman pendant la grossesse va aussi impacter l'intelligence émotionnelle de l'enfant. Heureusement, on peut tout réparer. Alors, selon moi, les priorités éducatives aujourd'hui en 2021 pour, je l'espère, les décennies à venir, c'est celle évidemment de reconnecter l'école à la nature, au vivant. Ça, c'est un point essentiel. Il y a une idée folle, celle évidemment de réinventer l'école, mais celle peut-être d'aller sur le terrain finalement d'une terre polaire
pour effectivement aller enquêter, aller investiguer vraiment sur place. Sur le glacier par exemple, je me sentais toute petite par rapport à la grande étendue de glace et de neige. Et cette beauté, j'avais envie de la préserver. Et si on continue à faire ces malheurs, en fait, le problème c'est que ça va disparaître. Qui dit orthographe dit grammaire et dit conjugaison. Donc c'est pas des mots que j'aime, moi non plus. Mais je m'y suis attaquée. Et ça m'a pris 15 ans de ma vie pour essayer de simplifier au maximum cette grammaire française. Ça permettra à tous les enfants de pouvoir progresser. Nous devons laisser aux enfants, au moins, entre 3 et 6 ans, au moins 3 heures d'activité autonome, sans interruption, le matin et l'après-midi. Parce que notre objectif, c'est permettre aux enfants de pouvoir se concentrer. Vous voyez, et ça, c'est la plus grande découverte pour moi de Maria Montessori. Elle a découvert qu'à travers la concentration, l'enfant se construisait intérieurement et développait son sens social. Et j'ai créé une école dans le Vaucluse qui a duré 7 ans. Il y avait 15 élèves par classe, ça faisait 75 élèves et 15 chats qui se promenaient dans toute l'école, entièrement libres de sortir dans la rue s'ils le voulaient. On ne faisait pas prendre de notes, on faisait le cours et on aidait après l'enfant à faire ses devoirs en classe grâce aux documents qu'il avait sous les yeux, parce que le but, ça n'est pas de copier bêtement un cours, ce qui est déjà écrit dans les manuels et qui est fort bien écrit, c'est de le comprendre, de pouvoir l'analyser et de développer son esprit critique. La différence entre le compliment et l'encouragement. Le compliment, ça va être je suis fier de toi. L'encouragement, ça peut être tu peux être fier de toi. L'encouragement, ça va être j'ai vu que tu avais fait ce dessin. Le compliment, ça va être waouh, ton dessin est merveilleux. Le compliment, il va être vraiment centré sur la personne, sur le résultat. On va mettre beaucoup de superlatifs. C'est comme des bonbons, ça brille, c'est bon, ça fait du bien. Le compliment, ça va être plus descriptif, plus... l'idée, ça va être d'insuffler de la force et du courage avec l'encouragement. Ça va viser à développer des compétences sur le long terme, quand le compliment va être un petit plaisir sur le moment, mais ne construit pas la confiance en soi et l'estime de soi sur le long terme. Travailler avec les enfants sur le corps, le cœur et l'esprit, de travailler bien ces 3 éléments pour que l'enfant puisse apprendre dans de bonnes conditions et ait envie de devenir un adulte épanoui. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait beaucoup plus de coopération pour retrouver ces petits astres lumineux que l'on cherche tous lorsqu'on s'engage dans l'enseignement et la pédagogie. Nous avons un cerveau qui est fait pour apprendre. Comment je peux être plus heureux? Comment je peux rendre l'enfant en face de moi plus heureux? Capable, tu peux y arriver. Ça, c'est vraiment le message de l'académie. Fais ce que tu aimes et fonce. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses différemment, avec leur cœur, avec vraiment une vision bien plus large que ce qu'on peut avoir individuellement. C'est au-delà de séminaires, de lectures, de partage de théories. L'éducation actuelle bouge et ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que l'énergie véhiculée par tout ce beau projet fait que très vite on se sent dans un vrai groupe, très en lien les uns avec les autres. Donc c'est une très belle expérience. Des rencontres, des prises de bec des fois. Mais c'est bien aussi de confronter les idées. Voilà, très polyvalent, c'est riche. Il y a beaucoup de partage et de joie. On a besoin de se rencontrer, on a besoin de se regrouper et on a besoin d'être les pieds dans les bottes et de ne pas se tergiverser la tête plus que ça, c'est du concret qu'il nous faut. On a passé vraiment un super moment. C'est la première édition qu'on organise à Paris et donc c'était notre 3e édition à Montpellier, c'est notre 4e édition du Congrès Innovation et Éducation et donc la première fois à Paris. Et on est vraiment ravis, on a passé un super bon moment. J'ai même eu l'impression à un moment donné de me retrouver un peu dans le monde des bisounours. En fait, tout le monde s'aimait, quoi. Tout le monde était très heureux d'être ici. Mais c'était vraiment valable pour tout le monde, que ce soit les exposants, les congressistes, nous, en fait, dans l'équipe. Enfin voilà, je crois que tout le monde est unanime, quoi. Il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Je crois que ça fait du bien à tout le monde, en fait, de vivre cet événement. Ça faisait quand même 1 an et demi qu'on l'attendait parce que du coup on l'a décalé à cause du contexte qui est un peu compliqué, que tout le monde connaît. Donc ouais, on est content. On a passé 2 jours qui sont passés à une vitesse assez hallucinante.
En termes d'organisation, nous on sent que maintenant on est rodé en fait dans l'organisation. Donc ça nous fait plaisir parce que c'était pas forcément notre métier d'origine. Nous on s'est lancé là-dedans alors que on a suivi une espèce d'intuition collective et on voit que ça y est, on tient quelque chose qui tient la route. Donc on était même en train de réfléchir pas plus tard qu'hier à essayer de dupliquer en fait le congrès et se dire là on l'a fait à Paris, on le faisait à Montpellier, pourquoi pas le faire à Lyon, pourquoi pas le faire à Bruxelles en Belgique. Donc voilà, on était dans ces réflexions pas plus tard qu'il y a 24 heures. Que dire de plus que faut remercier tout le monde, faut remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce congrès, que ce soit les bénévoles, que ce soit les congressistes, que ce soit les techniciens, les conférenciers. Pour moi c'est une réussite collective quoi. Alors oui, nous on l'organise, on met de l'énergie pour que ça se passe bien, on communique, mais on voit bien que sur place c'est quand même une énergie collective qui participe à une ambiance collective positive. Et donc merci à tout le monde, merci la vie comme je dis très souvent.